Très bien, je voudrais donner la parole à la salle. Maintenant, il y a un micro qui tourne. Donc, vous levez la main si vous voulez intervenir. Levez bien pour qu'elle puisse vous voir. Voilà, devant, il y en a. Et puis après, derrière. Peut-être que c'est bien que vous vous présentiez. Vous dites qui vous êtes. Robert Maniga, médecin de santé publique. Je voulais attirer votre attention sur un article qui m'a été communiqué par un mailing list de la Johns Hopkins University, à laquelle je suis abonnée, concernant... qui a été publié au qui de c'est une opinion, c'est publié dans International New York Times et il fait état d'une publication qui remonte à un certain temps où on avait identifié effectivement la circulation d'Ebola dans les pays, où il était déjà connu le fait qu'au Libéria notamment, il y avait une endémicité éventuelle. Donc j'aimerais savoir comment sont pris en compte les publications scientifiques pour aider les pays du Sud à se préparer, puisque il est accessible, hein, c'est Johns Hopkins qui l'a fait publier, c'est pas un petit article que j'ai trouvé dans un coin de table. Et il est publié dans le International New York Times. Donc franchement, ça, c'est à porter la connaissance de tout le monde. Les signataires sont des professionnels de santé du Libéria. Et je ne comprends pas comment la confiance pourra effectivement s'instaurer si l'utilisation des données scientifiques n'est pas faite de manière optimale. Oui, Jean-François Delfraissy. Alors, il faut relativiser, parce que finalement, une des questions qui se pose, c'est pourquoi cette épidémie en Afrique de l'Ouest en fin 2013 et 2014. Alors, comme vous le savez, il existe un réservoir du virus qui est probablement le réservoir le plus important, qui est la chauve-souris africaine, qui est très, très différente pour ceux qui ne connaissent pas de ce qu'on voit en France. Très peu de recherches d'ailleurs sur la chauve-souris, qui est un réservoir de virus assez extraordinaire. Hein. Et on a pu séquencer, il y a quelques équipes dans le monde, et en France aussi, qui travaillent sur la chauve-souris. Et on a pu séquencer par exemple le génome de la chauve-souris, et on trouve des tas de bouts, de choses qui ressemblent à des virus, ce qui d'ailleurs doit nous inquiéter plutôt pour l'avenir, parce qu'il y a des virus qui ne sont pas encore totalement identifiés et dont on peut penser d'ailleurs qu'un jour peut-être ils sortiront. Alors ensuite, bien sûr, il avait été décrit sur certaines chauves-souris du virus Ebola dans d'autres régions que l'Afrique centrale. Bon, mais la mise en évidence de DNA viral ne veut pas dire qu'il y a une épidémie, hein, parce que ça existait depuis longtemps. Hein. Donc que c'était une région potentiellement à risque, oui, mais en tout cas, ce n'était pas survenu. Et vous savez que dans les explications de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, donc il y avait premièrement, est-ce que c'est un virus qui a muté et qui est devenu plus pathogène? Je vous ai dit tout à l'heure, non. La réponse est non. Hein, et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'un an après, il n'a pas muté non plus. On est avec le même virus, on le surveille, et il est avec le même virus. Et il y a deux explications, enfin trois: l'état des systèmes de santé, le fait qu'il y a une déforestation sur un certain nombre de ces pays et que les relations entre la chauve-souris et les villages sont en train de changer. Donc on rejoint bien ça, les aspects d'infection, de santé et d'environnement. Et puis le troisième élément, c'est que, et vous l'avez rappelé, c'est que le PIB, il est légèrement monté. Ils sont partis de pas grand-chose, mais il est légèrement monté. Et que, par exemple, l'utilisation des taxibrousses, il y a un certain nombre de géographes qui le quantifient de façon probablement semi-quantitative, a été plus importante au cours des dernières années, et que le petit village isolé ne devient plus le petit village isolé, et c'est pas seulement, comme on l'évoque souvent, quelqu'un qui est à Conakry et qui se retrouve à New York le lendemain soir, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ça, c'est pour nous au nord qui fait peur, mais c'est pas ça l'enjeu. Au sud, c'est comment on passe d'un petit village à un autre, et finalement comment se passent les choses. Donc il n'y a pas eu de sous-connaissance, entre guillemets, ou de choses qui aient été masquées. Non, tout le monde a été pris un peu en compte. Alors, dernier point, eh bien, on commence, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur Ebola. Par exemple, si on rejoint la Guinée, personne ne comprend pourquoi la Guinée du Nord, au nord de Conakry, pourquoi depuis le départ, il n'y a pratiquement eu aucun cas. Hein. Et c'est un vrai point d'interrogation d'ordre scientifique à tout niveau, et personne ne comprend. Et deuxième élément, c'est qu'on commence à penser qu'il y a maintenant des gens qui font de l'Ebola asymptomatique. C'est-à-dire qu'on peut être infecté par Ebola
et somme toute avoir très peu de symptômes et donc avoir une immunité ensuite au niveau d'un territoire qui est différente. Et ça, on va pouvoir le regarder là maintenant, pas seulement en Guinée, mais aussi en Sierra Leone et au Libéria. Monsieur Christian Wetz, WI Finance. Je ne suis pas médecin. Mais je m'intéresse énormément à la santé parce qu'effectivement, sans la santé, comme M. Paquet l'a dit, je ne vois pas très bien comment on peut faire du développement économique et durable. Une question pour le Sud, puisque je m'intéresse plus aux gens du Sud. Comment, pour s'adapter à une épidémie qui dure, pour reprendre le titre, comment adapter et impliquer la recherche au Sud ? Puisque c'est souvent aussi dans ces pays-là que ça se passe. Si j'ai bien compris, le directeur général du centre Muraz, que vous connaissez bien, et c'est à cette occasion, cher docteur, qu'on s'est retrouvés il y a 1 an, je pense que Muraz serait associé aux recherches par rapport à Ebola. Je pense que pour s'adapter à une épidémie qui dure, l'implication de centres de recherche, et Muraz est un centre tout à fait exceptionnel dans la mesure où il existe depuis 1934, donc c'est à souligner. Ça, c'est une question donc pour le Sud. Au Nord, vous venez de mettre un bémol à ma question au Nord, en disant que ça, c'était quelque chose un peu qui nous préoccupait, mais qui était superficiel. Au Nord, j'ai quand même été surpris, tout en n'étant pas médecin, mais étant voyageur, de voir l'extrême lenteur de réaction de nos autorités au point de vue des mouvements de population, qu'il s'agisse de contrôle de passeports, ou etc. Et je pense que pour s'adapter à une épidémie qui dure, il y a peut-être des leçons à tirer aussi au Nord sur notre façon de contrôler un certain nombre de choses. Vous parliez tout à l'heure du temps de réponse au Sud dans leur structure, mais le temps de réponse au Nord à l'épidémie a quand même été un peu préoccupant, même si ça peut paraître superficiel. Jean-François Delfraissy, oui. C'est pas la recherche au Sud, hein, c'est la recherche avec le Sud et par le Sud. Hein. Je pense qu'il faut être clair, hein, la recherche est un des éléments, ce n'est pas le seul, mais de l'aide à développement, et elle contribue. Hein, elle a une place qui est la sienne, qui ne répond pas à tout. L'ensemble des partenariats qui a été mis en place pour poser des questions de recherche dans les conditions difficiles que je vous ai indiquées, bien sûr, ça s'est fait avec les Guinéens, ou ça s'est fait d'ailleurs, les Américains ont la même stratégie, hein, même si elle est un petit peu différente. Et à chaque fois, il y a des investigateurs du Sud qui sont impliqués. Et par exemple, sur le Favipiravir, il y avait un investigateur Nord et un investigateur Sud. Sur l'essai vaccinal qui est mis en place, il y a un investigateur Nord et un investigateur Sud. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même issu de maintenant 15 années de recherche. Le sida fait quand même... tout n'a pas été parfait sur le vertical, mais il y a quand même eu du retentissement. Et on est vraiment dans une stratégie de partenariat. Et d'autant plus qu'on a en face de nous une génération africaine que moi j'ai vu grandir, hein, qui est d'excellent niveau, hein, et qui, si on lui donne du grain à moudre au niveau médical et de recherche, Muraz en est un bon exemple. Si on leur donne du financement qui est partagé, qu'ils peuvent gérer, ça leur évite de partir à l'OMS ou de partir à la Gates aux États-Unis, parce que ils vont trouver à la fois de quoi être intéressés et de quoi vivre une véritable aventure scientifique. Donc dans Ebola, eh bien, j'ai vu, moi, les centres, et par exemple, le centre Muraz du Burkina est impliqué dans la recherche sur Ebola. Il y a un des essais vaccinaux avec le 3e vaccin, qui est celui de Johnson & Johnson et avec l'INSERM, qui est en phase 2 cette fois-ci, c'est-à-dire pas en phase de protection, mais va démarrer là sur le centre Muraz. Hein. Donc vous voyez qu'ils sont bien on board sur cet aspect-là. Hein. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Une autre intervention dans la salle? Je suis Aboukati, d'origine guinéenne, chercheur CNRS retraité, président de l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne en France. Alors, merci aux
aux orateurs pour cette réunion très instructive. Lorsqu'on lit les publications sur Ebola, on constate, enfin pour ma part, je ne suis pas du tout de ce domaine, on constate deux choses. J'ai cru comprendre que la communication, enfin la transmission de cette maladie est dangereuse à partir du moment où ça se ferait par l'air, si j'ai bien compris. Alors, la première question que je voudrais poser, quels sont les risques dans le futur par rapport à cette situation? C'est la première question. La deuxième, elle a été soulevée ici, c'est le déficit sanitaire dans nos pays. Bon, ça c'est connu. Nos dirigeants politiques donnent très peu d'importance à ces aspects, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. C'est les deux postes qui sont les mieux nantis quand vous étudiez dans ces pays les budgets. Alors, ma question, par rapport à ça, c'est à l'AFD, comment est-ce que l'on peut subvenir en aide pour cet aspect-là? La troisième et dernière question, dans les réunions que j'ai eues personnellement avec la Banque mondiale, on a toujours sous-évalué l'importance de la formation. Je me rappelle une des réunions que j'ai eues à Conakry. Je défendais l'aspect recherche. Et on me disait à cette époque que l'Afrique, enfin en tout cas l'Ouest africain, n'avait pas tellement besoin de recherche, mais plutôt de formation primaire, secondaire. Et là, je pense que c'était une erreur, une très grosse erreur. Et même, je crois qu'ils sont revenus là-dessus. Et on ne peut pas m'étaler là-dessus. C'était la dernière question que je voudrais poser. Merci. Alors, je pense, Jean-François, de nouveau. Je suis désolé. Non, sur l'air, non, la réponse est non. Hein, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne serait pas avec une épidémie avec les chiffres actuels, mais on serait avec une épidémie beaucoup plus grande s'il y avait une transmission par l'air. Après, ça dépend ce qu'on appelle l'air, c'est-à-dire que le virus se promène pas comme ça. C'est pas le virus de la grippe, c'est pas le virus H1N1 par exemple, hein, ou H5N1 ou tout ce que vous voulez. Par contre, un malade qui pulvérise, qui vomit, qui éructe et qui pulvérise entre guillemets des particules virales, ça oui, mais heureusement c'est pas une transmission par air. Hein. Et d'ailleurs, quand j'évoquais tout à l'heure la prochaine, ou les leçons à tirer d'Ebola pour une grande épidémie, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait tous une réflexion là-dessus, hein, parce que c'est un point essentiel. Notre grande crainte, en effet, c'est que ça soit un virus, et que ça soit plutôt un virus de ce type-là, c'est-à-dire un virus qui se transmette par air, et à ce moment-là, personne ne sait qu'il va lui-même transmettre. Voilà, hein, et c'est là le très gros risque. Donc, Ebola, air, non. Ebola, c'est chauve-souris, ensuite ça passe à l'homme, et ensuite c'est une contamination interhumaine. Et puis le réservoir chauve-souris demeure, et on va savoir d'ailleurs ce qui demeure en phase d'épidémie et ce qui devient. Voilà. Vous parlez du cas du virus qui est breton. C'est le seul qui puisse se transmettre par ce système-là. Ebola, air, réponse, je suis très clair là-dessus, non. Et on est sur Ebola. Et juste pour répondre à sa dernière question sur la formation et l'importance de la formation à la recherche, votre autre casquette d'ANRS, vous faites ça avec l'Afrique. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une génération dont vous faites partie qui est très bien formée, qui a été formée soit en Afrique, soit ailleurs, hein, pas forcément en France hein, d'ailleurs, et qui revient. Et qui, dans le problème en termes de santé, veut être un acteur vivant et actif au sein et pour son pays. Hein. Faut-il encore qu'elle ait les moyens de le faire, hein. Et donc, c'est là où je dis que la recherche est un outil du développement, même si elle pose en soi des questions de recherche et qu'on a un agenda particulier en posant des questions de recherche. Faire de la recherche, c'est pour trouver, c'est pour apporter quelque chose qui puisse apporter ensuite à des réponses de santé publique. Mais en même temps, c'est également une forme d'aide au développement. Un développement très particulier, une niche, hein, mais une niche
d'une catégorie d'intellectuels qui existent et qu'on doit contribuer, avec une classe moyenne, qu'on doit contribuer à faire progresser, une classe de réflexion, et on est tous passés par là, hein, tous les pays, vous n'avez finalement qu'il y a un seul petit décalage de temps, mais vous arriverez également, bien sûr, à la même chose. Et moi, j'ai une confiance très très forte hein, dans l'avenir de cette Afrique de l'Ouest pour les 20 ans qui viennent, parce que j'ai vu devant moi une nouvelle génération de jeunes Africains qui restent et qui posent des questions de recherche. Donc j'imagine ce que j'ai dans le domaine de la santé, eh bien j'espère qu'on le retrouve dans le domaine de l'économie, et ça existe, dans le domaine des juristes, et ça existe. Et donc à partir du moment où il y aura cette classe-là, eh bien on est là pour l'aider, je dirais, à ce qu'elle se développe. Voilà. Christophe Paquet, il y avait une question pour vous. Oui, alors bon, déjà je voulais dire que s'agissant de recherche et de formation, l'AFD finance actuellement la mise en place d'un nouvel institut Pasteur à Conakry. Et donc que cet institut sera non seulement un centre de recherche, mais aussi un centre de formation pour les jeunes chercheurs et peut-être les moins jeunes chercheurs d'ailleurs aussi guinéens. Donc cette dimension, elle est effectivement très, très importante. Maintenant, la question plus générale sur l'aide en santé, effectivement, j'aimerais bien avoir une réponse simple. Je pense que ce qui est important, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas considérer la santé comme un coût, mais comme un investissement. Et que cette idée-là, elle doit maintenant être partagée à la fois par les hommes politiques, mais aussi par les organisations internationales, le FMI, la Banque mondiale, etc., de façon à encourager les pays à faire les investissements nécessaires pour améliorer ces systèmes de santé. Après, l'aide, elle arrive en plus, elle arrive en accompagnement avec de l'assistance technique, avec un peu d'argent, mais il faut changer un peu les modalités et changer de paradigme sur ces questions. Tant qu'on ne le fait pas, on sera à la traîne par rapport aux besoins. Une question au fond, allez-y. Bonjour, je suis Serge Bresse, directeur expertise et plaidoyer Action contre la faim. Je voulais revenir sur la question par rapport à la conférence, c'est-à-dire comment s'adapter à une épidémie qui dure sous les aspects plus opérationnels, médicaux. Voilà, vous qui avez cette expérience, qui êtes opérateur et qui avez vu d'autres épidémies, comment on peut envisager là dans les mois ou les années à venir l'adaptation sur le système de surveillance et de détection des cas dans les activités routinières, sur la gestion des cas suspects, je pense que ça va poser un problème pendant assez longtemps, et sur la prise en charge, c'est-à-dire est-ce qu'il faut déjà réfléchir à une transition entre des centres de prise en charge qui sont aujourd'hui spécifiques Ebola vers une intégration dans les centres de routine avec les nombreuses questions que ça va poser. Voilà. Comment vous voyez ça en termes d'organisation, de timing dans les mois et les années à venir? Merci. Je pense qu'on est plusieurs à pouvoir répondre. Moi, je vous réponds là cette fois-ci avec ma casquette vraiment coordination Ebola. Alors, c'est en cours, et c'est en cours déjà depuis début février. Hein. Les centres de traitement Ebola qui sont portés par des opérateurs, par des ONG, la Croix-Rouge, Anima, Wafa, MSF de Guinée forestière. On a attendu, c'est toujours difficile hein, à un moment donné de se dire, voilà, les centres ont servi, ils ont été montés, à partir de quel moment on commence à décrocher hein, et chacun, évidemment, s'interroge parce que c'est des coûts, parce que c'est des coûts humains, parce que... bon. Et là, les choses se sont déjà mises en place depuis début février. On réunit très régulièrement l'ensemble des ONG qui sont impliquées et qui sont cofinancées par la France, pas seulement, elles sont cofinancées aussi par l'Union européenne et dans le cadre de projets financés par la Commission européenne. Bon, et on a mis en place une sorte de coordination très souple, parce qu'on ne coordonne pas des ONG. D'ailleurs, ça serait pas bien, hein, entre guillemets. Mais c'est seulement, finalement, être un lieu de parole sur lequel on peut discuter, et on s'aperçoit que les gens, finalement, sont beaucoup plus raisonnables qu'on ne le pense, et que, bien sûr, chacun a sa propre politique, sa propre vision, mais comprend très bien l'intérêt d'avoir une vision un peu plus globale, surtout qu'il faut la faire partager, la faire approuver par les autorités guinéennes et par les Guinéens eux-mêmes. Parce qu'on est vraiment sur la durée, les Guinéens, là aussi, doivent, et je partage complètement ce que disait Christophe Paquet, s'emparer complètement de leur propre stratégie. C'est leur pays, c'est leur propre stratégie, on n'est là que pour aider. Alors, les centres de traitement sont en train de se fermer, en restant en veille sur toute la Guinée forestière. Ils se sont redistribués
sur la zone, par exemple, du Grand Conakry, avec l'ouverture de nouveaux centres dans la région la plus touchée. Bon, ça c'est le premier point. Puis surtout, il y a eu la mise en place d'équipes de surveillance et de veille. Je reprends vos propos, c'est exactement ce qui s'est mis en place avec les Guinéens eux-mêmes, de façon à pouvoir les aider à mettre en place ce que disait le coordonnateur national et à avoir des équipes qui aillent chercher, informer, avec des médiateurs dans dans les poches de résistance, dans les quartiers de résistance, car là aussi c'est complexe. Il y a des quartiers de résistance dans Conakry, dans plus que d'autres, et parfois il y a des relations avec les politiques d'ailleurs. Donc on rentre dans là quelque chose de très compliqué, d'aller expliquer pour aller récupérer les patients, faire admettre que les messages doivent passer, et donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. Enfin, dernier point sur le court moyen terme, l'installation avec un projet qui s'appelle le projet Riposte, d'un système de surveillance et de veille et de santé publique, s'appuyant aussi sur des laboratoires, qui va démarrer à partir de la Guinée, mais qui va être un grand projet de surveillance et de veille sur plusieurs pays de la grande région d'Afrique de l'Ouest, avec une petite connotation francophone, mais pas seulement, bien sûr, et en sachant que c'est une des priorités. Et c'est ce qui a manqué entre décembre 2013 et mars 2014, que c'est une priorité pour ces pays, que c'est une surveillance et veille qui n'est pas seulement pour Ebola, bien sûr, qui est pour l'ensemble d'une série de maladies, et qui va se mettre en place en s'appuyant également sur une série de plateformes de laboratoires. Voilà. Donc, la réaction, si on a commencé à discuter finalement sur les CTE eux-mêmes et les centres de traitement au moment de la période de Noël, et on s'est laissé quelques semaines pour aboutir finalement à déjà commencer à décrocher pour les remettre ailleurs à partir de fin janvier. Bon, il y a eu alors je termine là-dessus, il y a eu ce décalage que tout le monde qu'on a souligné au début de notre conférence. Vraiment entre mars, je dirais, le diagnostic d'Ebola, et puis le mois d'août. Ça, c'est le décalage. Après, la réactivité, quand même, il faut aussi, de temps en temps, que les Français, on arrête de se tirer une balle dans le pied. Il y a eu aussi des réactions. Il y a des ONG qui ont joué un rôle formidable. Il y a des ONG qui étaient... MSF était bien sûr on board dès le départ, mais il y en a d'autres. La Croix-Rouge s'est beaucoup mobilisée aussi, en mobilisant la Croix-Rouge guinéenne. Quand je parlais des médicaments tout à l'heure, finalement, moi qui arrive du domaine du sida, il nous a fallu en France... pour passer d'une monothérapie à un traitement à une bithérapie, il nous a fallu 5 ans, trithérapie, il nous a fallu 10 ans, et là on va passer à une bithérapie de traitement en 6 mois, et pas en France, mais le faire en Guinée. Donc il y a aussi des choses qui ont été assez rapidement après, et une certaine forme de réactivité. Mais il faut se battre en permanence pour ça. Madame, alors je sais qu'il y a des gens qui sont dans la salle derrière. Si vous voulez intervenir, vous m'entendez, ceux qui sont dans la salle derrière, en fait il faut que vous veniez ici, on vous donnera le micro. Madame, c'est à vous. Oui, je m'appelle Madeleine Leloup. Je suis un médecin de santé publique à la retraite et je suis passé par beaucoup de maisons, dont celle-ci. J'étais sur le même créneau que notre ami d'AICF, c'est-à-dire que je me demandais si on allait répondre à la question qui est au tableau. Mais peut-être pas sur l'aspect uniquement médical, parce que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, tout ce qui est autour de la table, que lutter contre l'épidémie, c'est pas seulement une affaire d'un métier de médecin et de quelque chose qui est finalement très instrumenté. Monsieur Delfraissy, vous avez terminé tout à l'heure en disant qu'il fallait maintenant s'occuper de ce qui se passe en matière d'anthropologie, en matière de société, en matière d'économie, en matière de développement globalement. Ma question serait de revenir sur ce qui fait la différence entre Sierra Leone et Guinée, d'une part, et Libéria de l'autre côté. Vous avez commencé, vous et monsieur Roman, en disant qu'il y avait une différence politique. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu ce que vous entendez par là? Merci. Oui, Jean-François.
Enfin, je crois que j'ai donné plusieurs éléments. On m'avait posé la question sur pourquoi le Libéria et pourquoi pas la Guinée et la Sierra Leone. Pourquoi ça va mieux au Libéria et qu'on est encore avec des points d'interrogation en Guinée et en Sierra Leone. Bon, j'ai donné plusieurs tentatives d'explication. Bon, après, une fois de plus, je pense que la Guinée et la Sierra Leone posent le même type de questions. Bon. Et puis que selon l'information du nombre de nouveaux cas, 35 cas une semaine, 50 cas une autre, et puis ça varie d'un pays à l'autre, mais que globalement, si on regarde ce qui s'est passé au cours des 2 derniers mois, il y a 2 pays où il reste des foyers d'épidémie. Bon. Après, j'ai seulement évoqué, c'est pas à moi de parler de politique, je ne suis pas un politique, hein. Je suis fondamentalement un médecin et un chercheur. J'ai quand même constaté qu'il y avait, c'est vrai, et ça a été rappelé par d'autres, qu'il y avait des enjeux politiques en Guinée qui existaient depuis de nombreuses années, qui ont été évoqués avec plusieurs crises, avec des visions économiques, bon, et qu'en plus on avait une élection présidentielle qui est normalement dans le dernier trimestre de 2015. Donc évidemment, avec un enjeu politique à la fois du président en place, mais aussi de ses opposants. Donc moi je dis seulement, eh bien, ne politisons pas Ebola. Ebola est déjà terriblement compliqué. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur Ebola, vous l'avez vu. Soyons très modestes sur Ebola, hein. Il y a plein de choses, il y a encore plein de choses qui peuvent survenir. La lutte est loin d'être gagnée. Et donc, s'il vous plaît, messieurs les politiques, ne politisez pas Ebola. Voilà. Oui, vous avez envie de réagir, Christophe Paquet? Oui, juste alors, sur la comparaison entre les 3 pays, là aussi, sans forcément imputer à ce qu'on peut observer la responsabilité de la différence épidémiologique, mais quand on compare les investissements en santé entre le Libéria et la Guinée, il n'y a pas photo. Hein. C'est-à-dire que le Libéria est un pays qui investit dans sa santé. Et donc, on a à la base un système de santé qui est quand même plus performant, avec une population qui est en capacité aussi d'accéder aux soins, ce qui n'est pas le cas en Guinée, et a fortiori dans les zones qui ont été les foyers principaux de l'épidémie. Sur ce point-là, moi, j'ai une des questions qu'on s'est beaucoup posées, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'avait pas été touchée, hein, sur un pays qui sort aussi quand même de situations complexes. Bon, eh bien, moi, je me posais la question, et d'ailleurs, la France avait gardé une certaine forme à la fois de réserve budgétaire et de réserve militaire si la Côte d'Ivoire était touchée. Bon. Et eh bien, j'ai eu l'occasion là de rencontrer il y a une quinzaine de jours les autorités ivoiriennes, et en particulier la ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Il y a d'abord il y a probablement un peu de chance, hein. Il y a ensuite une sorte de barrière sanitaire avec des gens d'une série de dispensaires le long de la frontière qui sont tenus par MDM, de dispensaires de soins courants, hein, qui ont joué sûrement leur rôle. Et puis il y a une vraie prise de position politique, hein, à un moment donné, c'est là où ça joue. Et elle me racontait comment, dès le 22 mars de 2014, elle avait mis en place sa réunion, elle avait confié son ministère de la Santé pendant un mois à son second, et elle n'avait fait que durant tout le mois d'avril, c'est-à-dire il y a pile un an, elle n'avait fait que de l'Ebola, matin, midi et soir, pour arrêter la situation dans son pays. Donc voilà le type de réponse qu'on peut avoir. Vous voulez réagir, Ronnie? Pardon, oui. Une réaction, juste pour signaler qu'on pourrait faire le même discours sur le Sénégal. Oui, complètement. Vous avez tout à fait raison. Et que Mme Colsac a réuni ses troupes et elle a fait une espèce de comité de pilotage d'Ebola, et les Sénégalais eux-mêmes se sont prémunis contre l'Ebola. C'est important, mais ça veut dire que la réponse est sur place. Je vous sens du niveau de santé qui est pas le même, mais qui est évidemment complètement différent. Un réseau de santé au Sénégal qui est de bonne qualité. Ronnie Broman, je vous sens sceptique. Oui, je suis très sceptique parce que un bon réseau de santé, ça permet de diminuer la mortalité, mais pas de diminuer la morbidité. Donc s'il n'y a pas eu de cas en Côte d'Ivoire,
le système de santé n'a pas été mis à l'épreuve. Donc non, je ne crois pas que ce soit les bonnes explications. Personnellement, je les vois plus, mais je n'ai qu'une vague hypothèse qui ne fera qu'informer de façon générale, mais qui ne donne pas la réponse à cette question importante. C'est qu'on sait, disons, on sait que le trajet des épidémies, c'est le trajet de la communication, en général. Monsieur Delfraissy rappelait la question des taxi-brousses. Enfin, on peut faire remonter, disons, l'histoire des épidémies depuis le 19e siècle. C'est l'histoire du développement de grandes voies de communication maritimes, routières, puis aériennes, comme on l'a vu avec le SRAS. Donc il me semble qu'une réponse est à chercher dans les circuits de communication, parce qu'une des choses qui m'a frappé, comme dans la même veine, dans le même état d'esprit que celui que vous exprimiez, c'est le fait que finalement cette épidémie a été confinée à 3 pays. Il y a eu quelques cas au Nigeria, et d'ailleurs la réponse du Nigeria nous montre que même en l'absence d'un système de santé extrêmement performant, le dépistage précoce peut marcher avec des moyens bricolés localement extrêmement efficaces. Tout le monde craignait, tout le monde redoutait une explosion au Nigeria. Je me souviens avoir entendu dans les couloirs de MSF, et je partageais cette anxiété, que si ça pétait à Lagos ou dans les grandes métropoles nigérianes, qui pourrait réagir de cette façon, d'autant plus que le gouvernement nigérian, par exemple, avait déjà pris contact avec MSF pour s'assurer de possibilités de réaction. Et finalement, ils ont géré ça très bien eux-mêmes. Donc, enfin bref, je reviens à mon propos. Il me semble que l'espèce d'auto-confinement dans les 3 pays, disons, c'est la Mano River au sens large, pourrait être expliqué, enfin une des pistes de recherche pourrait être de voir comment les populations circulent, car les virus ne sont pas de frontières, mais visiblement ils ont des limites de parcours. Alors là reste une énigme quand même qui était intéressante à élucider, je pense. Christophe Paquet. Ouais, peut-être un élément qui va dans ce sens-là. En fait, on a une ethnie qui est la même, qui sont les Kissi, qui sont à cheval sur les 3 frontières. Donc on est vraiment dans une zone avec énormément de circulation. Il n'y a pas de frontières, en fait. C'est la même ethnie. Et ça explique aussi la dynamique de ce foyer. Et ça explique aussi peut-être en partie la difficulté de l'épidémie à franchir la frontière ivoirienne. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que Ronnie Broman rappelait, c'est-à-dire que cette épidémie, il y a eu un certain nombre de cas exportés au Mali, au Nigeria, au Sénégal, et il n'y a pas eu de départ de feu, en fait. Il y a eu une petite flamèche, et puis ça s'est arrêté. Et ça montre bien qu'en fait, Ebola, c'est pas si contagieux que ça. C'est-à-dire que quand on réagit tout de suite, et c'est toute l'historique qu'on a des épidémies précédentes en République démocratique du Congo, où on voit bien qu'à partir du moment où on identifie les premiers cas, le premier foyer, et qu'on réagit comme il faut, l'épidémie, elle est contrôlée. Et c'est ce qu'a démontré, y compris dans des pays qui n'étaient pas spécialement bien préparés. Bon, le Mali, par exemple, c'est pas très bien passé à Bamako. Malgré ça, l'épidémie n'a pas flambé. Une intervention dans la salle, oui, allez-y. Oui, allez-y. Jean-Louis Lamboré, je fais partie d'une association qui s'appelle Constellation. Nous stimulons la discussion pour la réflexion et l'action locale par rapport aux enjeux tels que les gens les perçoivent dans 60 pays. Et je dois dire, moi, le titre, je voudrais changer le titre, je ne peux pas m'empêcher. Comment terminer une épidémie qui dure ? Je voudrais bien qu'elle se termine. Bon. Et pour ça, je vous remercie d'avoir terminé par une piste, c'est-à-dire la question de la confiance. Comment restaurer la confiance entre population, autorités sanitaires et autorités politiques. Et si vous me permettez, je vous soumets rapidement 4 mesures pour restaurer la confiance. La première serait de distinguer clairement système de santé et services de santé. Dans les systèmes de santé, les personnes, les individus, les familles et les communautés sont acteurs. Ils sont acteurs dans le sida, ils sont acteurs dans l'obésité, ils sont acteurs dans le diabète, etc. Les services de santé, c'est ceux dont on a beaucoup parlé et bien sûr, ils interviennent dans une réponse à Ebola. La deuxième serait de mettre fin de manière totalement radicale toute communication qui parle
de militaires, d'interventions quasi militaires, et qui aussi stimule la peur par la diffusion d'images de cosmonautes qui interviennent dans les villages, non seulement dans les hôpitaux, mais dans les villages. La deuxième chose serait de reconnaître les mérites des services de santé dont nous parlons. Bien sûr, ils n'ont pas été capables, ces services, de distinguer Ebola au départ. Mais ces mêmes services ont fait des progrès énormes. Par exemple, la couverture en polio 3 en Guinée est passée de quelque chose comme 50% à 90% au cours de ces 10 dernières années. Il y a la même évolution pour les vaccinations dans les 2 autres pays. L'espérance de vie à la naissance dans les 3 pays s'est accrue au cours des 10 dernières années. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait, et est-ce qu'il n'est pas temps, de reconnaître que même ces pays pauvres ont fait des progrès importants en termes sanitaires, et est-ce qu'on ne pourrait pas construire sur ces progrès? Troisième chose, pourquoi ne pas écouter les chercheurs du Sud? Il existe un professeur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est un chercheur qui a été le premier sur Yambuku, qui a reconnu la maladie en 1976, qui est à peu près sur tous les coups d'Ebola, c'est-à-dire 26, et qui dit ceci: la différence que je vois entre l'Afrique de l'Ouest et les 7 épidémies que nous avons gérées au Congo, c'est la confiance. Nous dialoguons avec les communautés, nous leur disons que c'est eux qui vont prendre les décisions en matière de funérailles, etc. C'est avec eux que nous décidons comment nous gérons l'épidémie. Nous les accompagnons dans cette action. 3, et non, je termine. Je crois que j'ai terminé. D'ailleurs, j'en ai donné 4 et c'est tout. Et je termine par une question à Madame l'économiste. Excusez-moi, je ne vois pas votre nom. Dans quelle proportion, Madame, l'impact économique est dû à la diffusion de la peur et dans quelle proportion est-elle due à la mortalité par Ebola? Merci. Donc c'est Dominique Marcon. Je vous donne la parole. Merci, Madame. Oui, en effet, c'est extrêmement difficile de faire la part des choses. Et c'est vrai aussi que, c'est très vrai qu'en Guinée en particulier, les phénomènes de peur, la communication hyper catastrophiste et l'ostracisme dont la Guinée a souffert, et d'ailleurs d'une manière générale l'Afrique, du point de vue du Nord, à partir du moment où tu venais d'Afrique, tu avais forcément Ebola. Mais bon, une fois qu'on a fait la part des choses, en effet, c'est très important. Et en effet, c'est l'effet, je pense, de la communication. Bon, c'est l'effet aussi de, comme je disais tout à l'heure, Ebola, on ne sait pas quelle est la cause de Ebola. Bon, on ne peut pas attaquer une chauve-souris, c'est un petit peu difficile. Mais on a beaucoup entendu en Guinée quand même que c'était telle ou telle ethnie, c'était tel ou tel pays, tel ou tel étranger de tel ou tel pays. On a quand même beaucoup entendu des choses comme ça. Donc, en effet, il y a un terreau assez facile pour que cette communication catastrophiste fonctionne. Et en effet, je pense qu'il y a une responsabilité peut-être aussi des services de santé à essayer d'ailleurs ce qu'ils font, hein, bien sûr, à rompre avec ces idées fausses. Mais ça redémarre très très vite. Et ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression, en région maritime, enfin ce que vous appelez le Grand Conakry, mais c'est aussi Kwaya Forêt-Caria, qui sont des régions très touchées, c'est que c'est une région où traditionnellement on est quand même assez résistant à la mesure prise par ailleurs que chez soi, d'une certaine manière. Et il est fort possible que, contrairement peut-être à la zone forestière où peut-être il y avait moins d'échanges de population, en tout cas avec la Haute-Guinée, si un peu, mais en tout cas, vous parliez du Nord, là, il y a très peu d'échanges de population entre la Guinée forestière et le pays Peul, par exemple, le nord de la Guinée. En revanche, en Guinée maritime, il y aura forcément, enfin, il y a le risque qu'il y ait beaucoup plus d'échanges avec les autres régions. Une autre intervention dans la salle. Oui, bonjour. Je suis Thierry Alafort du Verger. Je suis le président de l'association Alima et j'ai eu la chance
de passer d'octobre à décembre en Guinée, particulièrement à Nzerekore. Je dis de la chance parce que j'ai appris beaucoup sur cette épidémie. Alors, je voudrais juste revenir une seconde sur il faut mieux se coordonner, parce que ça c'est un grand classique et puis on l'entend déjà beaucoup. Et aussi ce que disait Ronnie tout à l'heure sur pour la prochaine, tirons des leçons et puis soyons inventifs parce qu'on ne sait même pas ce qui va nous arriver demain. Mais professeur Delfraissy, vous demandez de ne pas politiser, mais justement en Guinée, elle a été particulièrement politisée. Et quand on dit politisée, je voudrais juste être très clair, pas uniquement par les autorités locales guinéennes. Je vais citer des exemples. On a été très lent et on a ouvert des centres énormes. On savait que ce n'était pas la bonne stratégie, mais le choix a été fait comme ça, par des instances internationales, avec les autorités locales. Les fonds, il n'y avait personne. Toutes les stratégies des Nations Unies, il n'y avait pas un centime de disponible décentralisé. Je donne un exemple, on dit « coordonnez-vous mieux ». Moi, j'étais épaté de la coordination à Nzerekore. Tous les matins, à 7h30, quand on parlait de la société civile, tout le monde était présent. Autorités administratives, sanitaires, société civile, partis politiques. Tout le monde était prêt à agir. Pourquoi ? Ça fait peur, c'est une maladie qui terrifie, et les gens étaient prêts à agir. Le directeur de l'hôpital n'avait plus le droit d'aller à la pompe à essence parce qu'il n'avait pas 100 € de débloqué, alors que les hélicoptères de l'UNMIR volaient pour aller faire des évaluations pour savoir si les internationaux pouvaient vivre dans des endroits où déjà les internationaux vivaient. Donc, cette coordination, si on l'appelle de nos voeux, ça va être encore la même chose. Il faut une strate supplémentaire pour nos coordonner. On a vu les résultats avec l'UNMIR. Je ne crois pas qu'on les ait vus franchement dans cette épidémie. Elle a été très politisée. Des choix ont été faits. Elle a été politisée. Et là, je vous rejoins sur ne pas militariser. Et on le voit bien, on a beaucoup parlé de cette réticence aussi. On a eu la chance de la malchance de ce qui s'est passé à Nzerekore. Je rappelle le massacre des personnes qui ont eu lieu au moment de la problématique d'Ebola, où les autorités ont eu, après, cesse d'essayer de négocier au jour le jour, pas à pas, avec des populations qui avaient peur, des individus qui avaient peur. Moi-même, j'aurais été réticent pour partir dans un centre où j'avais 70% de chances de ne pas revenir. Je ne sais pas si j'aurais voulu y aller, donc c'est très compliqué. Mais juste pour finir, tirer les leçons que c'était très politisé. Et là, il y a plein de leçons déjà à tirer pour répondre à s'adapter à une épidémie qui dure. Je pense que si on travaille bien aujourd'hui, on va arriver à l'arrêter, cette épidémie. On n'en est pas très très loin. Par contre, les prochaines sont devant nous. Les leçons qu'on a à tirer, c'est qu'on a été très tardif à mettre un hôpital pour les soignants. Parce que oui, les médecins sont là, les médecins nationaux, mais beaucoup sont morts aujourd'hui. Parce qu'ils étaient en première ligne. Et ça, faut pas l'oublier. On a été très tardif à faire ça. Et notre stratégie d'approche des populations, elle était limite, et particulièrement quand ils ont commencé à parler de militarisation. Et après, dans les centres, alors là, les centres, et là, je ne vais pas le faire la liste, parce que c'est vraiment passionnant dans tout ce qui va être l'amélioration des soins, parce qu'on a parlé des vaccins, des médicaments, mais ça va être toute la logistique qui va autour de ces centres. Comment on reste à côté de notre patient, comme on l'a dit, pas en cosmonaute, comment on traite notre patient. Parce que quand il faut mettre 15 litres à un patient pour le remplir, comment on fait pour rester dans ces tenues de cosmonaute à 40 degrés pour le faire. Donc là, il y a plein de leçons, mais de toute manière, je pense qu'on verra la fin de cette épidémie assez bientôt, je l'espère. Je l'espère. Je l'appelle de mes voeux. Oui, mais on verra. Ronnie, on verra. Merci. Par contre, préparons-nous à la prochaine. Ouais, merci. Une autre intervention dans la salle, allez-y. Bonjour, Mathilde Callan. Moi, j'ai une autre casquette plus institutionnelle. Je travaille aux affaires étrangères au sein de la Task Force Ebola. Et pour autant, j'ai un peu la même interrogation que celle qui a été adressée par notre collègue Dalima. C'est sur la prévention de la prochaine crise. Donc, comme je connais à peu près les réflexions qu'il y a du côté de l'AFD et bien entendu celle du professeur Delfraissy, ma question s'adresse plutôt à vous, Monsieur Broman. Il y a une mobilisation quand même assez inédite dans la réponse à cette crise sanitaire. Alors, on peut la critiquer, et il faut la critiquer d'ailleurs. Vous l'avez fait récemment en publiant le rapport 1 an après Ebola. Nous sommes également dans cet exercice au niveau français et puis des autres partenaires qui sont intervenus. Mobilisation qui ne va probablement pas se reproduire à chaque crise.
Donc là, on a eu un très fort engagement, notamment des partenaires bilatéraux, des États-Unis, de nos collègues britanniques ou encore de la France. Et aujourd'hui, on sait quoi critiquer, on sait à peu près ce qui n'a pas marché. On a fait un diagnostic des origines du problème. On a des pistes, on parle de réserves sanitaires, on parle de casques blancs, etc. Bien qu'on sache que ces pistes ne sont pas forcément pérennes, parce que qui va les financer dans la durée, comment on va garder mobilisées des ressources humaines qui sont limitées, parce que nos ressources humaines, que ce soit pour les ONG ou pour les États, on va les puiser au même endroit. Hein. C'est dans nos hôpitaux ou dans nos écoles de formation de logisticiens ou d'administrateurs. Et donc, la question pour la prochaine crise, c'est quel est, de votre point de vue, du point de vue de MSF, qui a joué un rôle majeur sur l'alerte, mais aussi sur la réponse, comment vous voyez l'intervention et le rôle des États pour la suite? Merci. Là, vous me posez une vaste question qui est en gros de reprendre toute la problématique de cette conférence. Non, mais je vais pas m'évader de la chose. J'irai d'abord parce que votre propos rejoint la question posée par notre collègue d'Action contre la faim. N'oublions pas que nous avons aujourd'hui des instruments nouveaux par rapport à ceux dont nous disposions au début de l'épidémie. Tests rapides, vaccins quand même avec un potentiel qui n'est pas aussi prometteur qu'on le souhaiterait, mais enfin qui n'est pas négligeable, thérapeutique qui commence à être disponible. Donc la manière dont on peut à la fois mobiliser du personnel international et local et dont on peut prendre en charge les patients évolue. Un test précoce, ça veut dire qu'on a moins de risques de contamination. Rappelons-nous que pendant les premiers mois de l'épidémie, nous avons entraîné des contaminations iatrogènes, nécessairement, c'est-à-dire en mêlant des patients suspects à des patients déjà... des suspects non Ebola à des suspects Ebola, dans les lieux de transit où il se trouvait, on a nécessairement fait circuler le virus. Donc on a entraîné de nouvelles contaminations. C'est d'ailleurs un bilan qui reste à tirer sur la pertinence de ces grands centres. Enfin, Thierry avait bien raison de rappeler cela. Et d'ailleurs, je pense que c'était en filigrane dans plusieurs des réactions. Donc déjà... on a quelques moyens, quelques enseignements à tirer, des unités plus petites, une gestion à domicile, des innovations qui ont été faites, notamment par Alima, dans la région en Guinée forestière. Donc on a tout de même de quoi, apaiser l'anxiété que l'on peut éprouver lorsque on se dit que ça va durer. Moi, personnellement... bien entendu, comme tout le monde, enfin, qui est pour Ebola? Je ne vous crois pas que le parti Ebola ait beaucoup de supporters, mais il faut s'adapter aux épidémies. Et je pense que de toute façon, si on arrête Ebola, on aura d'autres épidémies. Donc de toute façon, apprenons à vivre avec la maladie. Nous devons nous adapter aux maladies telles que l'humanité, enfin comme l'humanité l'a toujours fait, et comme je pense qu'il faudra toujours le faire, qu'elle s'appelle Ebola ou qu'elle porte un autre nom de virus, il y aura de toute façon de quoi faire. Donc c'est en développant à la fois tout ce qui a été dit auparavant, et pour ce qui concerne plus spécifiquement Ebola, en utilisant les nouveaux moyens qui sont à notre disposition, car je rappelle en plus que la manière dont la réponse a été organisée jusqu'à présent est de toute façon intenable. Le budget que Médecins sans frontières a consacré à ça est littéralement impossible à reproduire. Il interdit qu'on tienne compte de ce qui a été fait pour faire la même chose dans l'avenir, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on déshabille tout le reste et qu'on se concentre entièrement sur Ebola. Mais à ce constat critique, il faut rajouter tout de suite que nous avons quand même des ressources plus que des pistes, déjà des orientations pratiques. Et Christophe rappelait tout à l'heure aussi que là où des flammèches épidémiques sont arrivées, les réactions locales ont été tout à fait adaptées et ont permis des traitements et la prévention de l'expansion de l'épidémie. Donc, même si on est installé dans quelque chose qui dure, ça n'est pas nécessairement une catastrophe pour autant. Et puis je termine en disant que, en proposant
non pas une réflexion, mais enfin disons un constat sur les grandes mobilisations face aux épidémies. Il y a une chose qui réunit ces différentes mobilisations, c'est le fait que c'est à partir du moment où une épidémie pose des problèmes de stabilité politique et de sécurité internationale qu'elle est prise en charge. Je ne le dis pas du tout, il n'y a même pas la moindre tonalité critique pour moi. Je pense que les responsables politiques font ici leur travail. On ne décrète pas une grande mobilisation contre le cancer, qui tue quand même largement, mais contre le sida, à partir du moment où on considère qu'il est une menace à la stabilité politique, comme l'avait annoncé un certain nombre de think tanks, d'analystes, etc. La même chose s'est produite pour Ebola. C'est à partir du moment où Ellen Johnson Sirleaf a déclaré que l'État libérien risquait de s'effondrer, que des réactions plus déterminées ont été déclenchées. Ça fait partie de la responsabilité politique. Moi, j'ai bien d'autres causes d'indignation. Celle-ci ne me paraît pas primordiale. Mais ayons conscience du fait que c'est ça, le grand déclencheur des mobilisations internationales. Heureusement, il ne faut pas compter là-dessus. On ne peut et on ne doit pas compter là-dessus pour d'autres éventuelles mobilisations. Mais je pense que les pistes que nous avons déjà aujourd'hui nous permettent d'aborder les choses avec une certaine confiance. Et puis j'en profite, puisque je termine, après tout j'ai introduit cette initiative de confiance, elle a été reprise là. Je dirais que moi, prendre, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, sur une sorte d'inculcation de confiance, c'est-à-dire des professions de foi ou des affirmations selon lesquelles, par exemple, la situation sanitaire, l'espérance de vie, la nutrition, etc., tout cela progresse. Je ne crois pas qu'on convainque les gens à coups de chiffres. C'est dans l'expérience personnelle de chacun que les gens puisent pour accorder ou refuser leur confiance, pas dans des statistiques. Et les Guinéens, les Sierra-Léonais et les Libériens ont de sérieuses raisons de se méfier de leur gouvernement et de se méfier de ce que leur ont dit les institutions internationales. Donc quand les gouvernements et les institutions reviennent en disant il faut faire ci, il faut faire ça par rapport à ce phénomène qui est dû à cette cause, eh bien on ne fait ni ci ni ça et on ne croit pas à la cause parce que jusqu'à présent on a eu raison de se méfier de ce qu'ils disaient. Alors il n'y a pas tellement de raison de changer d'avis à l'occasion d'Ebola. Donc c'est un peu comme l'amour, il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas d'amour en soi. Eh bien il n'y a que des preuves de confiance et pas de confiance en soi. Professeur Delfraissy, vous vouliez réagir? On prendra une dernière question dans la salle après. Non, juste sur l'aspect de crise sanitaire. Avec Ebola, on va tirer un certain nombre de leçons dans leur relation avec les pays d'Afrique de l'Ouest on l'a bien vu, les systèmes sanitaires, enfin tout ce qui a été très bien évoqué et qui est fondamental à porter. Je pense qu'il faut que Ebola, on aille plus loin. C'est pas seulement un débat de spécialistes. Il faut qu'on aille aussi comment, finalement, y compris dans les pays du Nord, quelles sont nos capacités à répondre à une grande crise sanitaire, à un Ebola qui se transmettrait par voie aérienne, par exemple, pour reprendre tout à l'heure votre question. Eh bien, très clairement, nos systèmes ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on arrive à faire bouger un certain nombre de choses, de réflexions, alors même qu'il y a des réflexions qui existent, que toute une réflexion sur les crises autour de politique ou les crises djihadistes, par exemple, prononçons le mot. Il y a toute une réflexion qui existe sur... Eh bien, la réponse et l'organisation de nos sociétés. Et si j'en parle, c'est parce que il faut mobiliser nos sociétés du Nord, c'est elles qui ont les financements, et il faut les mobiliser à froid sur une future crise sanitaire qui arrivera un jour. Et donc, je souhaite qu'on aille dans l'Ebola, dans le post-Ebola, bien sûr sur la réponse avec le Sud, bien sûr sur l'organisation des systèmes de santé et le renforcement des systèmes de santé, mais qu'on aille aussi plus loin, et pas seulement de façon théorique, sur autre chose, y compris dans les pays du Nord. Une dernière intervention dans la salle. Oui, vous avez le micro, oui, monsieur. Déjà, je voulais faire Hervé Casadi. Je voulais faire une première réflexion s'agissant du coopératif qu'on a fait sur l'Ebola au Congo et en Afrique de l'Ouest. Alors moi, je trouve que j'ai la chance d'être congolais et fils de médecin congolais qui a commencé donc là-bas. Donc, il faut savoir qu'au Congo, c'était un pays qui, déjà en 1960, était urbanisé à 60%.
et était organisé autour de grandes structures minières, une minière, etc. Si bien que le système de santé était très lié à l'industrie d'extraction. Et de la tradition, il y avait une confiance aux médecins et à une espèce de mélange avec la médecine traditionnelle, qui faisait qu'effectivement, il y avait eu des cas, mais le maillage médical avait permis d'aller bien plus vite que ce n'était le cas en Afrique de l'Ouest. D'autant plus qu'il y a en sus un facteur ethnique. Ça a été expliqué comment circule l'information, comment circulent les genres. On retrouve les mêmes ethnies de part et d'autre. Donc il y a eu la barrière de Ebola était aussi en partie ethnique. Donc ce sont deux phénomènes que l'on retrouve fortement. Après, pour réfléchir sur comment lutter contre des épidémies, là je vais faire la réflexion plus économique, puisque je suis économiste de formation. L'assurance prévient d'un risque hypothétique non réalisé. Donc on estime une probabilité d'occurrence de quelque chose et on fait des provisions en partie en fonction du risque, en l'espérance variance. Donc ce qui m'étonne, c'est que dans le cas de la banque de crédit, votre banque, en un an, vous avez mangé 25% de réserve. Donc le calcul actuariel n'était pas optimal déjà. Donc est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir pour des épidémies qui maintenant seront peut-être globalisées sur des moyens au niveau des institutions internationales de couvrir une espèce de couverture assurantielle qui permettrait d'intervenir en cas de force majeure avec un fonds qui pourrait être gelé de manière plus importante par une instance, je ne sais pas, et qui prendrait en compte tous les pays. Parce que maintenant, les risques peuvent être terribles. Parce que là, aujourd'hui, en Afrique, on va avoir une très forte urbanisation et on ne sait pas si l'urbanisation va entraîner plus de maladies parce que concentration de personnes, ou moins parce que couper des zones de réseau. Donc je pense qu'il y a une très grande réflexion à avoir pour les économistes sur les processus à mettre en place pour couvrir des risques qui vont arriver forcément, et à quel niveau il faudrait doter les fonds, et comment mettre en place des réseaux prudentiels d'intervention face à des maladies générales et graves. Merci.